Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On va parler d'air comme d'habitude, on va pas s'étendre sur le sujet. Ça fait déjà très longtemps qu'on parle, on va continuer à en parler. Et aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu à l'air qui va passer dans nos sous-sols, qui va passer dans dans le sol pour en profiter, je dirais, des calories, des frigories par rapport à nos besoins, qui soient en termes d'avoir un air stabilisé, je dirais, à une certaine température pour éviter de rentrer de l'air trop froid dans nos bâtiments l'hiver, et puis également assurer de la tempérance pour éviter de l'air trop chaud l'été. Et en quoi cela fonctionne? Mais surtout, on va imaginer cette qualité de l'air, on va se dire, mais si je passe de l'air dans le sol, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les risques peut-être d'action des polluants sur cet air qui traverse? On sait qu'on a aussi dans le sol une problématique radon, on en parle suffisamment ici à l'émission. Ce sont des questions qui, légitimement, on a besoin de se poser parce que cette qualité de l'air, elle est vaste. Je le rappelle toujours, on a notre réflexe de respiration. On respire 15 000 jusqu'à 20 000 litres d'air par jour. On s'en soucie assez peu parce que c'est un réflexe et parce qu'on ne fait pas attention. On fait très attention à ce qu'on va boire. On a entendu d'ailleurs toutes les polémiques sur la qualité de l'eau il n'y a pas longtemps, sur les PFAS, et les grands, je dirais, distributeurs d'eau minérale. Là, ça se voit encore moins, c'est sur l'air, et on va rentrer dans le détail de tout cela, et surtout on va parler de bon sens, parce qu'on va pas parler d'utiliser de l'énergie pour faire ça, on va aller chercher des systèmes qui sont éprouvés depuis, on va pouvoir le dire, des millénaires finalement sur le sujet. Et je reçois donc aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir notre ami Maxime. Bonjour Maxime, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Ah bah avec grand plaisir, si on peut parler de l'air, et tous ceux qui veulent en parler et puis le porter, évidemment, ils sont plus que... Les portes sont grandes ouvertes ici, dans les studios, pour recevoir tout le monde. Alors Maxime Papins, quand même donné son nom. Maxime, tu es chef de produit Monde. Ouais, je me sens tout petit. Le monde, c'est hyper vaste. On sait qu'il y a de l'air tout autour de la planète. Mais tu es chef de produit Monde chez PAM Building. Oui. Qu'est-ce que c'est que PAM Building? Et puis après, on parlera un petit peu du sujet qui nous intéresse. Alors en bref, PAM Building appartient au groupe Saint-Gobain. PAM pour Pont-à-Mousson, les 3 lettres. Donc on est les cousins de Pont-à-Mousson Canalisation, donc Pont-à-Mousson Bâtiment, et on fabrique des solutions en fonte à Baillard-sur-Marne. À Baillard-sur-Marne. Alors Pont-à-Mousson pour tout le monde, vous avez tous, quand vous regardez vos pieds dans la rue, que vous marchez, que vous passez à côté d'une bouche en fonte qui est ronde ou qui peut être rectangulaire, il y a ce petit logo qui ressemble à un pont, et en fait il y a écrit PAM là bien souvent, ou Pont-à-Mousson directement, et ça date pas d'hier cette société? Non, effectivement, c'est une société plus que centenaire maintenant, avec un vrai savoir-faire, et j'en profite pour dire que toutes les installations de production sont en France. Ah, et cocorico, on va le dire oui. Comme ça, ça fait du bien un petit peu aussi de regarder qu'on va avoir des matériels, des matériaux qui vont pas venir de trop loin, parce que l'impact aussi sur la qualité de l'air de tous ces transports, il n'est pas neutre, et on sait quelles problématiques ça pose sur l'air extérieur, nos multiplications de déplacements évidemment, et multiplications souvent pour pas grand-chose de transporter. Quand on a une personne dans une voiture par rapport à 4, on sait bien que ça va être colossal. Et on réfléchira toujours à ce point sur la qualité de l'air, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne en production de moyens de transport ou en consommation de ces moyens de transport. Une personne de 80 kg dans une voiture de 2 tonnes, je vous laisse à la réflexion de ce truc-là. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais comment peut-on aller vers des sujets aussi loin alors qu'un vélo, ça fait 14 kilos. Voilà, je ferme la parenthèse. En tous les cas, on est ici pour parler de ce qui se passe dans le sous-sol avec toi, Maxime. On va parler des calories, des frigories qui sont dans notre sol, et on va surtout parler, on en entend parler depuis longtemps, depuis des millénaires, 2500 ans, ça date des Romains et bien avant, le puits canadien, qu'on appelle aussi le puits climatique, et maintenant le puits provençal. Alors, tu vas nous dire ce que c'est, et je rajoute ce petit mot, puits provençal, parce que c'est notamment dans cette partie de la France qu'on l'a trouvé beaucoup, mais à l'heure actuelle, on pourrait dire un puits breton, un puits des Hauts-de-France, un puits de Haute-Savoie, de partout finalement. Même un puits créole s'il faut. Un puits créole, ça j'ose pas imaginer ce qui va se trouver dedans, mais du tiponge peut-être, mais non, c'est pas le sujet. Alors le principe du puits climatique. Oui. C'est très simple,
on utilise un réseau de tuyaux enterrés à 2 mètres, 3 mètres de profondeur. Et on va profiter de l'inertie thermique du sol, qui a une température relativement constante sur l'année à cette profondeur. Et dans ce réseau, dans cet environnement tempéré, on va y faire passer l'air neuf qu'on va insuffler, ventiler dans un bâtiment, que ce soit une maison, un immeuble, un gymnase, que sais-je. Alors, cet air, justement, on est 2-3 mètres de profondeur. Oui. Je pense que cette profondeur n'est pas anodine. Ça veut dire qu'on va avoir une stabilité de température des calories qu'on va pouvoir récupérer. Elle se situe à quel niveau de degrés? Parce qu'on va parler au plus grand nombre. On a des degrés, on a quelle température dans le sol à cette profondeur? Alors c'est assez connu, assez documenté. Entre 2 et 3 mètres de profondeur, on va avoir une oscillation à 2 degrés près, de l'ordre de 12 degrés en hiver et de 18 degrés en été. D'accord, donc ce qui veut dire qu'on va avoir un apport de 12 degrés pour l'hiver, qui veut dire que s'il fait 0 dehors, on va avoir 12 qu'on va faire rentrer dans notre bâtiment. On va tendre à le réchauffer, oui, tout à fait. On va le rentrer à 12, mais finalement, par rapport au volume global qui est à réchauffer, ce ne sera pas 12. Hein, ça ne va pas tomber à 12, il ne faut pas se leurrer, il y a le chauffage qui agit. Et l'été, ce 18 va aider à tempérer la température de surchauffe du bâtiment. Parce que dans le cas, on parlait d'RT 2012, mais surtout maintenant, on a un RE 2020. Cette surchauffe de l'été est une vraie considération qu'il faut prendre en compte. Oui, ça c'est une belle avancée, effectivement, entre les deux réglementations avec cette bascule. L'inconfort d'été est vraiment pris en compte maintenant dans la RE 2020, ce qui fondamentalement valorise aussi la solution du puits climatique, qui, je rappelle, est une énergie totalement passive. Hein. On n'extrait pas d'énergie fossile ou autre. On va simplement engager un échange thermique avec le sol. Ce qui veut dire que, outre l'installation, ça ne coûte rien. Outre l'installation, les frigories et calories qu'on récupère en fonction de l'année, elles sont totalement gratuites. Ce qui veut dire qu'en fait, on a juste un circulateur qui est un ventilateur ou un système de ventilation dont on parle souvent ici, qui va prendre cet air. Alors, on va avoir quel type de ventilation sur lequel on peut se brancher? Alors, il y en a 2 qui sont très fonctionnels, que sont les solutions d'insufflation d'air uniquement et les solutions double flux. On nous consulte souvent quand il y a un système d'extraction d'air, donc en dépression du bâtiment, vis-à-vis, c'est un peu technique, mais des pertes de charge et du bon balayage des pièces, c'est pas forcément la meilleure solution quand on met un puits climatique. D'accord. Alors pour un puits climatique, parce que c'est bien beau de dire on va récupérer 12 degrés d'une part, 18 de l'autre. Dans le cadre de l'échange de l'air, on a un petit peu moins d'échange que par rapport à l'eau. Hein. Il y a un écart de 1 à 5 notamment. Ça veut dire qu'on va dimensionner plus grandement ces tuyaux? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement le fluide caloporteur qui est l'eau va avoir une capacité calorifique qui est plus importante, certes. Par le biais de l'air, il suffit tout simplement de respecter les temps d'échange, les vitesses de passage, les matériaux qu'on utilise pour favoriser ou non l'échange thermique. Et ainsi, on obtient un résultat d'équation qui va nous donner un diamètre, un linéaire et une profondeur en fonction d'un débit d'air et des performances qu'on souhaite atteindre. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple, somme toute, relativement simple? On va imaginer, allez, soyons fous, je veux faire un puits climatique à Bordeaux. Oui. Avec une maison qu'on construit, taille moyenne des logements à l'heure actuelle, on est autour de 100 mètres carrés. Oui. Voilà, donc à quoi faut-il que je pense et quel va être peut-être le dimensionnement à peu près de ce système? Est-ce que ça va nécessiter un jardin de 300 mètres de long ou pas? Là, je grossis le trait, mais on va avoir besoin de quoi? Oui, on est souvent un peu perdu quand on se lance sur des sujets comme ceux-là. C'est relativement simple finalement, puisque en fonction d'un diamètre, on va pouvoir faire transiter un débit d'air, et ce débit d'air est souvent associé à un volume qu'on a à brasser. Donc disons qu'une maison de 100 mètres carrés va représenter à peu près 250 mètres cubes, 300 mètres cubes, avec une belle hauteur sous plafond. Ainsi, très rapidement, avec un tuyau d'un diamètre 200 mm, 20 cm. Voilà, 20 cm. On va pouvoir traiter 300, 400, voire 500 mètres cubeurs. Ça dépend du matériau qu'on utilise, de sa capacité thermique. Et ça va nécessiter, encore une fois, en fonction du matériau utilisé, de 30 à 50 mètres linéaires. De 30 à 50 mètres linéaires. Et alors,
avec ça, forcément... on gagne 10, 12, 14 degrés sur l'air extérieur. Ça, c'est énorme. Mais par contre, on n'est pas obligé d'avoir un linéaire de 30 mètres de long. On peut avoir des coudes. Oui, exactement. Parce que notre terrain fait peut-être que 20 mètres de long, par exemple. Ce qui nous arrive très régulièrement, c'est la limite foncière. Donc, il est vrai que faire une ligne droite, ça génère un peu moins de perte de charge. C'est très pratique. Or, la plupart des installations en maison individuelle vont plutôt faire le tour de la périphérie du bien. Puisqu'on arrive rapidement à des pignons qui vont faire 6-8 mètres, des façades qui vont faire 10, 14, 15 mètres, et ainsi on arrive rapidement à trouver une trentaine de mètres linéaires, que ce soit en neuf, c'est vrai que c'est la majorité des projets, mais également en rénovation, qu'on voit de plus en plus arriver dû à l'inconfort, particulièrement l'inconfort d'été. L'inconfort d'été, d'autant plus que la plupart du temps, quand on a des rénovations, on va faire une rénovation sur l'isolation, on ferme son logement, puis on oublie un petit peu le bon traitement d'air, parce qu'on le voit dans les milieux de la ventilation. Oui, j'ai tout fermé, on a recommandé des fenêtres, mais on a oublié les entrées d'air sur les fenêtres, on a oublié plein de choses, et en fait, on a créé une bouteille thermos, et pire que ça, le cadre des logements ou des bâtiments hyper étanches, on appelait ça des bouteilles thermos, maintenant on appelle ça des cocottes minutes, parce que la surchauffe fait que on va avoir des augmentations de température et un réel inconfort par rapport à ça. Au niveau de l'installation de ce conduit, 2 questions. Je me mets dans la peau de celui qui a sa maison à rénover, qui veut l'installer. On va regarder déjà par où on va faire rentrer cet air, bien entendu, parce que pour que l'air circule, il faut qu'il y ait un espace libre au début du conduit pour aussi le prendre et le pousser dans le bâtiment. Nos conduits, ils ont une distance minimum par rapport au mur ou par rapport à des plantes, par exemple, autour, parce qu'on sait que si on tire les calories, les plantes peuvent aussi en subir des conséquences, donc ça à réfléchir. Alors, en matière de puits climatique, absolument pas. On peut végétaliser au-dessus d'un puits climatique. Le fluide caloporteur, c'est de l'air. On a un échange naturel. On n'a pas la possibilité, avec cet échange naturel et passif, d'appauvrir le sol. Je pense que c'était ta réflexion. Oui. Et d'appauvrir le sol, c'est-à-dire d'aller enlever toutes les calories, de casser cette inertie thermique, et puis, par exemple, d'aller geler les végétaux ou autres. Donc ça, on n'a absolument pas ce problème-là avec le puits climatique. Donc ça, c'est plutôt sur la partie thermique. Sur la partie technique, quand on est sur de la rénovation, et particulièrement de bâtis anciens, on va avoir une règle, c'est de s'espacer d'1,50 m de toute fondation. Sauf si elles sont connues, et à ce moment-là, on peut se rapprocher, pourquoi pas. Et puis, dans le neuf, on n'a pas trop de problèmes, on va surtout s'espacer d'1 mètre, mais ça, c'est plus une question de rayonnement thermique du bâtiment. D'accord. Mais on a un point d'entrée forcément ponctuel à un moment dans l'habitation. Ces données-là sont propres quand on installe en parallèle d'une fondation. Alors, ce puits climatique, on sait qu'il est très ancien. On a vu aussi, on parlait tout à l'heure de puits canadiens ou les puits provençaux. Les puits provençaux, on avait aussi des systèmes qui correspondaient à avoir un puits avec de l'eau dedans, un conduit qui va de l'autre côté, et on puisait de l'autre côté. Et on obligeait l'eau du puits à passer sous la maison pour rafraîchir naturellement la maison. Là, en fait, c'est le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin de passer sous la maison. Alors, on n'a pas besoin, mais si on le souhaite, dans le cadre d'un projet neuf, c'est tout à fait faisable également. Là, il va falloir choisir un matériau plutôt solide. Au-delà de ça, encore une fois, cet échange, ce bénéfice qu'on va avoir au niveau de l'inertie thermique du sol, on va le retrouver sur tout le territoire français. On n'a vraiment pas de problématique d'exclure telle ou telle zone. Il y aura plutôt des prérogatives particulièrement liées à la nature des sols et qui peuvent joindre évidemment la qualité de l'air sur certaines régions. Un sol... Alors, si on doit faire un peu de géologie ensemble, on va creuser la question, c'est le cas de le dire. Un sol, je dirais, plus performant par rapport à assurer un échange thermique, je dirais, constant, et à assurer également, je dirais, une température qui va être plus conforme à ce qu'on recherche. Par exemple, l'été, on va vouloir la plus fraîche possible. On va avoir plutôt quel type de sol? On a de l'argileux, on a de la boulbène, on a du caillou, du sableux, du sableux, voilà, un peu de tout. De tout, effectivement. Alors, chaque nature de sol est généreuse. Il suffit de s'y adapter. Ça, c'est le premier point. Je ne pense pas pouvoir avoir le temps de rentrer dans les détails de l'ensemble de la nature des sols et des réactions thermiques qu'on peut avoir. Le phénomène principal au niveau de la performance, enfin les grandes différences, c'est quand on a un sol sec ou un sol mouillé. Là, on a vraiment une très très grande différence. Effectivement, quand on est en présence d'un sol qui va faire de la rétention d'eau,
type argileux, on va augmenter la conductivité et la densité de ce sol. Je parlais tout à l'heure de l'eau et sa conductivité par rapport à l'air. Et bénéficier de plus de calories et de frigories en fonction de la saison. Mais les terrains secs sont aussi de très bons isolants. Je pense au sable, par exemple. On a tous mis les doigts de pied dans une plage où le sable était brûlant. Très rapidement, on a les pieds au frais. Et donc, c'est un super isolant aussi vis-à-vis du rayonnement thermique. Donc, voilà, encore une fois, en fonction des sols, on adapte le dimensionnement du puits climatique en fonction du débit, on en a parlé, mais en fonction de la nature du sol. Et effectivement, un sol bien humide va être assez généreux. Bon, on ne va pas parler des sols très humides partout en France en ce moment, c'est pas forcément le cas partout, comme à Perpignan, malheureusement un petit peu pour eux. Au niveau du conduit, parce que là, on se dit, je vais quand même passer de l'air que je fais descendre dans mon sol, je l'emmène jusqu'à mon bâtiment, je le fais rentrer dans le bâtiment, je le pousse. On parlait d'insufflation ou de ventilation simple flux par insufflation ou de ventilation double flux. On va avoir l'air qui va arriver par le haut et qui va être poussé. Est-ce qu'on peut avoir des phénomènes de condensation dans ces conduits? Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de rétention d'eau et qui fait que l'air va passer au-dessus de l'eau et tout de suite on imagine de l'eau qui stagne, ça fait une génération de bactéries, de virus ou ce genre de choses. Ça fait partie des points de vigilance de l'installation, je pense. Comment le traiter? Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, voilà. En premier, la gestion du condensat. D'abord, tous les puits vont avoir tendance à condenser. On imagine un orage qui arrive, on est en plein été, l'hygrométrie explose, on a un choc thermique. Ça fait comme sur le miroir de la salle de bain, on va avoir des gouttelettes qui vont apparaître. Ces gouttes, il ne faut absolument pas qu'elles stagnent dans le réseau. Puisqu'une eau qui va stagner va croupir, générer des mauvaises odeurs et pourquoi pas des allergènes ou autres. Donc ce qu'on veut absolument éviter, on parle de qualité de l'air ici, donc c'est primordial. Et donc, il faut impérativement appliquer une pente sur ce réseau, évacuer cette condensation auprès d'un point bas dans le réseau. Le point bas, il est près du bâtiment plutôt? Sur une seule branche, on peut le mettre où on veut, ce point bas. Ça, c'est d'un point de vue hygiénique, il n'y a pas de souci. D'un point de vue thermique, c'est plus intéressant d'avoir un puits climatique qui va descendre vers le bâtiment, parce que plus il va descendre, plus il va bénéficier de l'inertie du sol. Et donc une meilleure performance thermique. Donc la question du condensat peut se traiter partout sur le réseau. La pente est très importante, mais le bénéfice thermique est plus intéressant quand on est descendant vers le bien. Par contre, le deuxième point qui est très important au niveau de la qualité de l'air, c'est la sélection du produit qu'on va choisir. On ne va pas respirer dans n'importe quoi. Donc il y a des prérogatives. On va éviter des produits qui ne sont pas inertes chimiquement. En général, ça se sait. On va plutôt favoriser des produits rigides par rapport à des produits souples, puisque là, on va avoir tendance à faire de la rétention d'eau. Comment dire, on va travailler aussi sur des produits ou chercher des produits qui ont une rigidité importante pour éviter des écrasements dans le temps et des pertes d'étanchéité. Là, on va faire entrer différents polluants comme la terre, ou dans certaines zones, on peut avoir du radon. Des racines qui vont venir toutes seules, qui vont apporter leur lot de problématiques. Exactement. Donc il y a vraiment ces deux sujets, la gestion de l'eau de condensat, mais aussi le produit en tant que tel, son innocuité et sa durée de vie. Ce qui veut dire, quand on parle d'écrasement, ce qui veut dire qu'on va éviter de passer nos tuyaux à l'endroit où on gare les voitures? Oui et non. Bonne réponse de Normand, que je suis. Chaque produit va avoir ce qui s'appelle une classe de rigidité, une résistance mécanique. Certains, on va exclure les charges roulantes ou les charges lourdes, et puis d'autres, au contraire, on va pouvoir aller absolument où on veut. C'est juste le calibrer avec la place dont on dispose et l'endroit où on peut le mettre. Est-ce qu'on pourrait avoir un conduit, par exemple, qui est en partie dans le jardin et qui est obligé de passer à l'endroit où il y a les voitures? Ça veut dire qu'on va renforcer juste à l'endroit où il y a les voitures? On le fait régulièrement avec nos solutions. Encore une fois, c'est une question de résistance mécanique. Ensuite, il faut la relativiser puisqu'à 2 mètres, 3 mètres dans le sol, vis-à-vis des charges qu'on va avoir au niveau zéro, au niveau du terrain naturel, on a quand même une grande répartition de cette charge. Il n'empêche qu'il y a le poids de terre qui vient aussi dessus. Et ça, c'est pas négligeable. C'est combien en mètres cubes, la Terre? Oh là là, alors là, ça va dépendre de sa densité. Ça va dépendre de sa densité, ça va du simple au quadruple. J'invite les auditeurs à aller se renseigner, c'est des sujets qui sont quand même fort intéressants. Donc, encore une fois, il faut absolument regarder la classe de rigidité de son produit, tout simplement pour vérifier sa bonne implantation, la bonne application au bon endroit, tout simplement. Pour le bon usage.
Parce qu'il y a également la taille du logement, peut-être le nombre d'occupants, ce que l'on y fait, ce que l'on y traite, la zone climatique dans laquelle on est. L'orientation. L'orientation, évidemment, parce que ça c'est primordial. Et là, on va quand même avoir, outre cette orientation, on en parlait tous les deux tout à l'heure, on a un impact carbone qui est finalement très faible grâce à ce système. Et on va avoir un système qui va fonctionner combien d'années ? On se dit, si j'investis là-dedans, parce que pour moi, c'est un vrai investissement de santé, quelque part, et un vrai investissement de confort, parce que aider à ne pas rentrer de l'air trop froid, on va se sentir mieux à la respiration. Physiologiquement aussi, on va éviter de mettre du chauffage comme un fou, puis on va compenser. Et l'été, on va surtout éviter d'avoir du trop chaud et de mal dormir, de ne pas se reposer, de fatiguer notre corps. Donc, il y a tous ces paramètres qui interviennent. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. Comment dire ? Il y a une chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs, au niveau des installations de puits climatiques, il y a aussi une filtration en prise d'air. Ça, c'est très important. Ça va du G2 au G4 en général, c'est plutôt grossier. C'est de la maille grossière. On va filtrer les pollens. On va le dire comme ça, à peu près des particules un peu de avant taille le pollen importante. quand même au niveau des particules. Ouais. L'objectif, c'est de ne pas polluer le puits de particules grossières qui viendraient se déposer dans le temps. D'ailleurs, il y a un effet induit, c'est qu'on change moins ces filtres F6, F7, F9 des centrales d'air et on augmente leur durée de vie. Donc ça, c'est intéressant. On améliore la qualité de l'air au passage. Donc ça, c'est une partie intéressante. Après, comment dire, pour revenir sur le point de ces installations, elles ne coûtent à l'exploitation que la perte de charge qu'elles vont générer. Donc c'est-à-dire quelques dixièmes de watts au mètre carré sur le bien. Donc, quelques dixièmes de watts. Vous imaginez qu'on doit quand même faire en RE 2020, on doit être à 50 watts mètre carré de consommation globale, et là on parle de dixièmes de watts. Tout à fait. On touche, chers auditrices, chers auditeurs, on touche vraiment là au doigt quelque chose qui dit mais faisons-le en bon sens finalement. Tu prêches un convaincu. Pour moi, j'ai pas de mal. Je sais. Un puits climatique devrait être installé sur tous les biens. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est, d'un point de vue énergétique, dans l'esprit du négawatt, c'est-à-dire que c'est une énergie qu'on n'a pas à consommer. Donc déjà, là, on rentre vraiment dans une sobriété importante. On baisse ses consommations d'énergie. À titre d'exemple, c'est suivant les dimensionnements, les débits, entre 10 et 30% d'économie de chauffage, avec le préchauffage de l'air neuf, et en fonction, encore une fois, du taux de brassage, mais là, je prêche un convaincu, on va pouvoir traiter entre 50% et 100% des besoins de rafraîchissement d'un bien. Donc là, on va pouvoir exclure, dans le meilleur des cas, toute solution dynamique de rafraîchissement. Alors, le taux de brassage, c'est vrai que Maxime nous en parle, mais en fait, on a dans nos logements, on a l'habitude, l'arrêté de 82, on vient parler des débits réglementaires, des débits hygiéniques qu'on doit sortir, 30 mètres cubes heure dans un WC, dans une salle de bain, 45 mètres cubes heure à 135 en pointe dans une cuisine. Mais ce qui est très important, c'est le taux de brassage, c'est aussi le taux de renouvellement de l'air global du logement. Et lui, finalement, il va nous aider à faire que ce bâtiment se comporte parfaitement bien vis-à-vis de ses occupants, mais vis-à-vis de l'usage qu'en ont ses occupants. On va beaucoup plus loin dans la finesse. Et ce sera peut-être une étape plus tard de la prise en compte globale et générale des futures réglementations, parce qu'on a là un point sensible qui est extrêmement efficace et qui est pertinent. Il y a, je dirais même, un triple effet. On a... Je pense tous à peu près vécu les anciennes ventilations où souvent on voit les extractions bouchées parce que y avait tellement de déperdition et de perte d'énergie que finalement on préférait les boucher pour éviter de payer la facture. Or, on empirait la qualité d'air en faisant ce genre de choses. On la dégradait. Ouais. Voilà. Donc là, l'avantage d'un puits climatique, c'est qu'au contraire, on va pouvoir brasser parce qu'on n'a plus ce problème de déperdition d'énergie étant donné qu'on en amène. Donc il y a ce double effet finalement de gain énergétique, confort, mais également sobriété énergétique. Donc de facto, on améliore aussi la qualité d'air en brassant justement les volumes dans lesquels on évolue. On agit à deux niveaux. C'est important d'agir, on le dit toujours ici sur l'émission, il faut être en pleine conscience des sujets pour mieux agir. Là, on agit sur deux niveaux, c'est-à-dire le premier, on va avoir l'énergétique, ça va nous coûter moins, et donc pas consommer de l'énergie, c'est avoir un caractère vertueux vis-à-vis des consommations énergie fossile ou autre, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas parce qu'on a aussi de l'énergie renouvelable qu'il ne faut pas y faire attention. Ça aussi, c'est important. Mais on va avoir également, du coup, moins de sources de pollution. Et pour moins polluer, on ne dit pas on va filtrer, on va traiter, on va épurer, purifier. Mais à un moment donné, il faut déjà commencer par moins polluer.
pour être bien. Parce que ça, c'est important, je le dis souvent. Vous prenez une bouteille d'air, vous mettez un purificateur dedans, vous bouchez le bouton, vous bouchez la bouteille, puis s'il n'y a pas d'air nouveau qui arrive, eh ben, on aura un effet où créant des toxiques à l'intérieur. Il faut l'associer avec ce brassage d'air qu'apporte là le puits climatique. Donc là, il y a plein d'effets finalement tout à fait vertueux qui associent ces sujets que sont la sobriété énergétique, l'indépendance énergétique aussi, en partant de là. Et ça c'est une vraie source de confort pour l'occupant, parce que s'il se dit je dépends de rien d'autre et je ne dois pas m'en soucier, parce que quelque part, finalement, le vrai progrès, c'est quoi? C'est d'avoir des choses qui fonctionnent, qui sont en bienveillance envers nous, et de se dire, je sais que ça fonctionne bien. Par contre, attention, de savoir que ça fonctionne bien et que le système s'occupe de tout, ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas aller regarder l'entretien. Tu parlais des filtres qu'il faut vérifier sur l'entrée pour le puits, la prise d'air, celles qui sont associées au système de ventilation. Donc là, on a à minima regardé que ça fonctionne bien. Personne aurait l'idée de pas laver par exemple sa casserole avant de la réutiliser. Ou de changer le filtre à air de son véhicule. Voilà, ça c'est clair aussi. On le sent vite arriver. On n'y pense pas trop dans nos logements. Une petite question, Maxime. Oui. En ce qui concerne l'installation, on a vu la pente. C'est quoi? C'est une pente de 2%. Ouais, 2%. À peu près. Oui. C'est le système d'écoulement du flux, quel qu'il soit, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'air, on va avoir la même chose. Mais après, comment ça s'opère la connexion avec le système de ventilation? Est-ce qu'on a besoin d'un autre système qui va générer, de tirer l'air pour se raccorder à ces systèmes, ou on se met directement sur le système de ventilation? Non, la perte de charge générée par un puits climatique, encore une fois réalisée dans les règles de l'art, engendrera certes une perte de charge, mais rentre tout à fait dans les tolérances techniques des systèmes de ventilation qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, en ayant un produit adapté, en particulier la taille de la prise d'air et de son filtre, puisque c'est l'endroit qui génère le plus de perte de charge. Donc ça, c'est un point de vigilance vis-à-vis des solutions qui peuvent exister sur le marché. Et puis, j'ai pas répondu tout à l'heure sur la durée de vie. En fonction des produits, ça va de quelques dizaines d'années à 100 ans. Quelques dizaines d'années à 100 ans. Oui, on est déjà au-delà des 10 ans, largement. Oui, tout à fait, largement. C'est-à-dire que ça valorise aussi le bien pour les années à venir, pour celui qui en fait installer un et qui va devoir à la revente. Parce que son étiquette énergétique, je pense, globale du bâtiment, va en être il va en bénéficier énormément. On parle de 30% de moins. Oui, il suffit de comparer les factures. Ça, c'est vraiment assez énorme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Donc, on a envie de dire à tout le monde, prenez-le en réflexion, parce que ça fait partie des sujets qu'il faut s'occuper maintenant pour pas avoir à y penser plus tard, finalement. Tout à fait. On a ce principe de puits climatique. On le parle, il vient presque de la nuit des temps. Comment, ou plutôt combien en France il y a d'installations par an qui sont faites, ou au global, si tu as quelques chiffres pour nous, Maxime, combien il y a d'installations de puits climatiques qui sont faites, peut-être tout confondu, il y a des tertiaires, il y a de l'habitat, on peut avoir des cabinets vétérinaires, par exemple, un chien, les chiens qui sont dans le cabinet vétérinaire, là je parle pour nos amis vétérinaires, l'été quand on les met pour les faire soigner, c'est bien que dans le bâtiment il fasse frais pour eux aussi. Il va falloir segmenter la réponse. Vas-y. Donc, si on prend le marché des maisons individuelles aujourd'hui, c'est une estimation, tout produit confondu, par an, ça représente entre 500 et 600 biens. Donc, c'est encore un marché, on va dire, naissant. Parce qu'encore pas assez connu. D'un point de vue, ce qu'on va appeler le tertiaire, c'est-à-dire c'est pas le bon terme, mais toute typologie de bâtiment autre que la maison individuelle, ça va représenter, je dirais, entre 70 et 80 biens par an, mais ça peut aller de 1000 m3 à 200 000 m3. Une maison, c'est plutôt 300 m3. Donc là, on passe sur une autre dimension, et dans ces débits d'air traités, on va avoir différentes typologies, du confort de personnes, les ERP, établissements recevant du public, mairie, médiathèque, gymnase. On en trouve sur les écoles et les crèches ? Bien sûr. C'est dans notre savoir-faire, c'est à peu près 30% des réalisations annuelles, 30 à 35. Pas anodin ? Non, ce n'est pas anodin sur du marché public. Dans le marché privé, ça va être particulièrement des ateliers, des bureaux, parce qu'on note quand même qu'il y a un coût social important vis-à-vis des canicules. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise et que vos salariés doivent se retirer parce qu'il y a 35 degrés dans un atelier et que c'est pas possible de travailler, c'est une perte sèche également.
Donc là, il y a une perte sur les capacités cognitives, il y a une perte sur la productivité, il y a un danger et puis un danger immédiat parce que quelqu'un qui est debout et qui va s'effondrer. Et il en va de même pour les écoles. Vous avez aussi une perte de connaissances, pas de perte de connaissances, mais de savoir, puisque des parents qui vont retirer leurs enfants, des professeurs qui se retirent, c'est des écoles qui sont vides. Et ça aussi, il y a un vrai intérêt social à travailler sur cette qualité d'air et sur cette température. Sachant également que par le biais de notre système de ventilation, qui va reconnaître aussi la température, il va accélérer le mouvement de faire rentrer de l'air frais la nuit pour être mieux. Alors si c'est un bâtiment, on parlait d'une crèche notamment, ou d'une école sur la période du mois de juin, il va faire bien meilleur le matin dans l'école. Et puis ça va bénéficier tout au long de la journée. Et également dans le cadre de notre logement, on va avoir la nuit, on va vraiment se reposer parce qu'on va être en dessous des 25 degrés. Où, je le rappelle, en dessous de 25 degrés, notre corps il a besoin de beaucoup moins d'énergie pour se réguler. Donc il se repose vraiment. Au-delà, c'est compliqué. Exactement. Et puis c'est intéressant parce que ce point-là est essentiel. C'est-à-dire que le puits climatique aura toujours la même fonctionnalité. Ensuite, c'est l'utilisation qu'on va en faire en fonction de l'inertie du bâtiment. Un bâtiment à faible inertie, on va avoir tendance à bien l'utiliser en pleine journée parce qu'il est en phase avec les températures extérieures. Et quand on a un bâtiment à forte inertie, effectivement, là, on va travailler avec des débits un peu moindres en journée et puis aller stocker un maximum de fraîcheur au moment le plus opportun. Ça, c'est essentiel, c'est la clé même de l'exploitation d'un puits climatique. Et on le retrouve aussi, ça particulièrement, et c'est assez peu connu, on a de plus en plus de réalisations dans le secteur agricole. Beaucoup d'élevage de vin, par exemple. Effectivement, le vin déteste les variations de température et les variations hygrométriques. Et le vin aussi va générer du monoxyde de carbone qu'il va falloir avoir un renouvellement suffisant pour éviter d'avoir des accidents. Voilà. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle du confort de bien. On fait aussi des stockages de produits divers et variés, justement pour limiter ce genre de problématiques et surtout générer des économies. Et puis il y a le secteur industriel aussi qui se rapproche de plus en plus de solutions passives, parce que là, les économies sont drastiques. Et encore une fois, la gestion de la qualité de l'air sur ce type de bâtiment est essentielle. On le voit de plus en plus dans l'industrie pour protéger aussi les opérateurs, les exploitants justement de divers polluants. Et c'est lié, encore une fois, à l'énergie et à la filtration. Eh ben, on va garder cette note-là. Ça veut juste dire, prenez soin de vous. Renseignez-vous sur les systèmes qui existent. Aujourd'hui, on a balayé celui du puits climatique, puits provençal, mais comme on le dit aussi, le puits canadien, même si il n'y a pas que au Canada ou en Provence qu'on va les trouver, mais maintenant c'est le principe du puits climatique vraiment. On peut retrouver toutes les solutions sur le puits climatique. On va sur la toile y regarder ça un petit peu. On va les trouver notamment sur pambuilding.fr. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder ce qu'il en est. Il y a tout un tas aussi de bureaux d'études environnementaux maintenant qui vont vers ces solutions qu'on qualifie peut-être d'alternatives, qui ne sont pas spécifiquement particulièrement alternatives. Ce sont des choses qui existent depuis très très longtemps. Peut-être les remettre un peu sur le devant de la scène, au goût du jour, parce que au vu de ce qu'on vit en changement climatique, on en a besoin, on a besoin de toutes les solutions. Il n'y a pas une solution parfaite pour tout, mais il y a tout un tas de solutions bien adaptées, finalement, à partir du moment où on réfléchit bien dessus pour avoir la bonne par rapport à le cas dans lequel on est. Donc il faut prendre le temps, il ne faut pas se précipiter pour un sujet, il faut toujours y réfléchir. Et puis, si on veut bien réfléchir, il faut penser qu'il faut une bonne qualité de l'air, parce que qualité de l'air dégradée au-delà de 1500 ppm de CO2, par exemple, dans le cas d'une réflexion active, ce qu'on appelle, on va déjà perdre quasiment 80% de nos capacités cognitives. Et là, évidemment, on fera les mauvais choix, puisqu'on n'aura pas ce qu'il faut. Donc, tout ça, ça compte dans tous les milieux. On parlait d'école, on parlait de chez soi, c'est important. On a plus de quasiment 90% de notre temps dans des lieux clos. Écoutez, prenons soin de ceci. Merci beaucoup, Maxime, encore d'avoir été avec nous. Au plaisir de se retrouver. Merci pour l'invitation, encore une fois. On rentrera dans le détail. Et comme je dis toujours, ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, sortez, allez vous balader, prenez l'air. L'activité physique est aussi importante pour alimenter vos poumons. Le poumon du bâtiment, c'est le bon brassage de l'air qui y rentre et il sort convenablement. Il amène de l'air neuf et il sort de l'air vicié. Et on régule tout ça en thermique qui est associé. C'est vraiment
le plus pertinent. Merci encore. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Élémentaire, mon cher Nico. Vous nous retrouvez sur les réseaux, bien entendu, sur www.radio-imo.fr, la rubrique développement durable. Et vous nous retrouvez sur les réseaux LinkedIn et autres. À très bientôt. Au plaisir de se retrouver. Au revoir. Au revoir, Maxime. Au revoir, à bientôt. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.